Depuis 2 ans, on ne parle que de Landru. Landru que la presse et l'opinion publique ont eu tout fait de surnommer le Barbe Bleue de Gambet. Tout le monde se passionne pour cette affaire hors norme. C'est pourquoi, dès le premier jour du procès, une foule considérable se presse à l'entrée du palais de justice de Versailles. Des anonymes, mais aussi des gens célèbres, l'écrivaine Colette, l'acteur Rému, le chanteur Maurice Chevalier, l'écrivain Rudyard Kipling et bien d'autres personnalités. Rapidement, le train pour Versailles, qui part chaque matin de la gare des Invalides, est surnommé le train Landru. Et chaque jour, le train Landru déverse sur les quais de la gare de Versailles son flot de curieux et de curieuses venus assister au procès. Tout le monde n'arrive d'ailleurs pas à entrer dans la salle d'audience et celles et ceux qui y sont arrivés ne veulent à aucun prix laisser leur place, quitte à saucissonner tranquillement le midi tandis que les témoins parlent de morceaux de corps en putréfaction jetés à l'eau et les experts de cadavres calcinés. Et puis j'allais oublier de vous parler de la presse. Il y a là des dizaines de journalistes français et étrangers, mais aussi des dessinateurs de presse et même des photographes. Car à l'époque, il est encore permis de photographier les audiences. C'est d'ailleurs grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui profiter de tous ces clichés. Et chaque jour, la presse française et étrangère rend compte de ce qui s'est passé la veille, tenant ainsi l'opinion publique en haleine. À l'époque, les conspirations existent déjà, nous n'avons rien inventé. Et une certaine presse avait raconté, lorsque l'affaire éclate en 1919, qu'elle avait été organisée par le pouvoir en place pour détourner l'attention du public des négociations du traité de Versailles qui se déroulaient dans un autre palais pas loin de celui de justice à Versailles. Un traité qui devait déterminer les sanctions prises contre l'Allemagne et ses alliés et organiser la paix. Au premier jour du procès, après le tirage au sort des 12 jurés, le juge Gilbert, qui préside la cour d'assises, fait introduire l'accusé. Un frisson parcourt l'assistance. Les gendarmes introduisent alors un petit monsieur bien mis, avec un chapeau melon, qu'il retire poliment pour saluer la cour et l'assistance. Il a l'air d'un petit comptable ou d'un modeste fonctionnaire, très français moyen, avec son crâne chauve et sa barbe noire soigneusement peignée. Seul son regard noir et profond inquiète. On va même jusqu'à raconter qu'il hypnotisait ses victimes avant de les assassiner. Pendant les 3 semaines que va durer son procès, dans lequel il risque sa tête, Landru va rester calme, courtois. Il n'élève jamais le ton, même lorsqu'il clame son innocence. Au contraire, il paraît presque étonné d'être là, pour une affaire qui, au fond, ne le concernerait pas. Le procès commence par la lecture de l'acte d'accusation. C'est obligatoire, car au pénal, toute la procédure est orale, et le greffier se lance donc dans la lecture de ce long, de cet interminable texte, pendant plus de 2 heures. Enfin, le procès lui-même commence. On entend les témoins, tous les témoins, les parents, les amis des disparus, les voisins de Landru à Paris, mais aussi à Vernouillet et à Gambet. Les heures passent, et Landru reste impassible, répond poliment aux questions qu'on lui pose, et pour le reste semble attendre que le temps passe, et que se termine cette comédie, car il espère bien être acquitté de tous ces crimes sans cadavre qu'on lui reproche. Lorsque l'avocat général lui dit « Landru, on estime à 283 le nombre de vos fiancées successives », la réponse de Landru fut immédiatement « Je n'en aurais tué que 10, monsieur le procureur. » Comme on a été indulgent avec moi. La salle s'esclaffe. Landru se défend lui-même avec esprit, mais il est surtout défendu par l'un des plus grands avocats de son époque. Il s'agit de Vincent de Moreau-Giafferi. Moreau-Giafferi a déjà défendu et évité la guillotine à l'un des membres de la bande à Bonneau quelques années auparavant. Il plaidera dans beaucoup d'autres affaires célèbres par la suite. Mais c'est aussi un homme généreux qui n'hésite pas à défendre la veuve et l'orphelin gratuitement. Et entre 2 clients fortunés, il défend aussi les pauvres. Et c'est pour ça qu'il a accepté de défendre Landru,
gratuitement. Car Landru, bien qu'il essaye de faire illusion, c'est peut-être un pauvre type, mais c'est aussi un pauvre tout court. Un pauvre qui a essayé de réussir dans la vie, mais qui a échoué. Il a exercé une dizaine de métiers différents. Il a été comptable, il a été cartographe, il a travaillé chez un architecte, mais il a aussi été plombier, il a été couvreur. Mais il a du mal à rester en place et à se fixer, et en moins de 10 ans, il change 15 fois d'employeur. À l'âge de 30 ans, il a 4 enfants, et à cette époque, il n'y a encore ni les allocations familiales, ni la sécurité sociale. Et la misère guette sa famille. Il a bien déposé un brevet portant sur une motocyclette, une bicyclette à pétrole, et il a construit un prototype qui d'ailleurs existe encore. Et pour la vendre, Landru organise une campagne nationale de publicité. Les commandes affluent, les acheteurs doivent verser un tiers du prix à la commande. Mais là aussi, Landru échoue dans son entreprise. Nous ne savons pas si dès le début il a eu l'intention d'escroquer ses clients et de partir avec la caisse, ou si au contraire il a essayé de réussir honnêtement et qu'il n'a pas eu de chance. Mais, quoi qu'il en soit, son entreprise est un échec. Il est condamné pour escroquerie. À partir de ce moment-là, la vie de Landru bascule. Et il va verser peu à peu dans la délinquance. D'abord, ce sont des petites escroqueries un peu minables. En 1909, retenez ça, ça va nous intéresser pour la suite, il se fiance avec une jeune femme, alors qu'il est déjà marié. Il se fait remettre les titres de celle-ci, et puis il disparaît, juste avant le mariage. 3 ans ferme. À sa sortie de prison en 1912, il achète un garage, qu'il revend immédiatement sans avoir payé le précédent propriétaire. 4 ans ferme. Mais cette fois, il est jugé par contumace. C'est-à-dire qu'il a pris la poudre d'escampette, il a disparu. Et il est jugé en son absence. Et cette fois, sa condamnation est assortie de la relégation. En effet, l'article 56 du Code pénal prévoit qu'à la 4e condamnation à plus de 3 mois, pour vol ou escroquerie, le condamné doit être incarcéré au bagne de Cayenne. Mais cette condamnation intervient en juillet 1914. Et juillet 14, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Et dans le désordre du conflit, les autorités vont avoir bien d'autres choses à faire que de rechercher un petit escroc qui a eu l'astuce de disparaître avant de se faire serrer par la maréchaussée. La suite, nous la connaissons. Landru va mettre à profit la guerre et les désordres en tout genre qui en résultent pour passer de l'escroquerie au meurtre en série. Après une interminable liste de témoins dont certains parlent d'ailleurs en faveur de l'accusé, qu'ils croient incapable d'avoir commis les crimes dont on l'accuse, le président de la cour d'assises demande que soient apportés les différents indices qui, selon l'accusation, prouvent que Landru a assassiné ces 10 femmes et ce jeune homme. Le premier de ces indices le plus célèbre, c'est sans doute la cuisinière, dans lequel on le suspecte d'avoir brûlé certaines parties des corps des disparus. À la vérité, il s'agit d'une cuisinière assez petite, et bien évidemment, elle n'a pas pu servir à faire disparaître des corps entiers. D'ailleurs, personne ne le soutient. L'accusation soutient au contraire qu'elle n'a servi qu'à calciner des têtes, des mains et des pieds. Mais on aurait pu douter qu'une cuisinière aussi petite ait pu être utilisée pour cette triste besogne. C'est pourquoi les experts ont tenté l'expérience. Ils y ont calciné une tête de mouton d'1 kg 150 grammes qui a été réduite en cendres en 3 petits quarts d'heure, et un gigot de mouton de 2,5 kg qui a disparu en 1h10, la chair ayant fonctionné comme combustible. Il avait suffi de 2 kg de charbon pour ça. Et monsieur l'avocat général de conclure « Voici, messieurs les jurés, comment Landru a fait disparaître les cadavres de ses victimes. » Naturellement, Landru nie tout ça, mais quand le président lui demande ce que sont devenus les disparus s'il ne les a pas tués,
Landru répond sentencieusement en levant son index. « Ah ça, monsieur le président, c'est le mur de la vie privée. » Et à chaque fois que Landru est acculé dans ses contradictions et les preuves qu'apporte l'accusation, il fera la même réponse. Le mur de la vie privée. À tel point que le président Gilbert finira par s'énerver. Oui, oui, la cour sait, Landru, le mur, le mur, le mur. Et la salle se met à rire. Elle se met à rire, non pas parce que c'est particulièrement drôle, mais bien plutôt parce qu'il faut bien compenser les émotions intenses ressenties depuis le début du procès. Chaque jour se succèdent de nouveaux indices. Les meubles des disparus, du moins ceux qu'il n'a pas pu vendre, dont une salle à manger Henri II, les vêtements des victimes, leurs effets personnels, des fers à friser, des bijoux, leurs papiers d'identité et même un dentier. Et oui, c'est un bien maigre butin. Et le jury, le public se rend compte que, parfois, Landru a tué pour seulement quelques milliers de francs, quelques milliers d'euros actuels. Dans son réquisitoire, lorsque l'avocat général Godefroy parle de Landru en disant « cet homme dont je vous demanderai tout à l'heure la tête », Landru se lève alors poliment et lui répond « Oh, monsieur le procureur, vous parlez si souvent de ma tête que je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir. » Le président Gilbert a du mal à rétablir le calme dans la salle, autant que l'avocat général en a à reprendre sa démonstration. La tête de Landru, l'avocat général la demande effectivement à la fin de son réquisitoire. S'ensuit la brillante plaidoirie de maître Moreau-Giaferi, puis le jury se retire pour délibérer, hors la présence des magistrats, comme le veut le code d'instruction criminelle à l'époque. Après que le président Gilbert leur ait lu l'article 342 du code d'instruction criminelle, qui existe encore aujourd'hui dans une version à peine modifiée dans notre code de procédure pénale. La loi prescrit aux jurés de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusation et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Leur intime conviction, les 12 jurés vont mettre plus de 3 heures à se la forger. Lorsqu'ils reviennent, c'est pour répondre oui à chacune des 48 questions qui leur étaient posées. Toutes sauf une, quelque chose de dérisoire, le vol du portefeuille de Madame Bablet. Le président Gilbert fait ensuite entrer l'accusé. Landru reste calmement debout devant son banc, tandis que le magistrat lui lit la décision de la cour d'assises. La cour, après s'être retirée pour délibérer, et après avoir voté à la majorité, a reconnu Henri Désiré Landru, né le 11 avril 1869 à Paris 19e arrondissement, coupable d'assassinat sur les personnes d'André Cuchet, de Jeanne-Marie Cuchet sa mère, de Thérèse Bordeline, de Marie-Angélique Guillain, née Pelletier, de Berthe Anna Héon, de Anne Collomb, de Anneline Bablet, de Célestine Buisson, de Louise-Joséphine Jaume, de Anne-Marie Pascal et de Marie-Thérèse Marchandier. Au nom du peuple français, la Cour vous condamne à avoir la tête tranchée. Les gendarmes emmènent Landru, tandis que des applaudissements retentissent dans la salle. Moreau-Giaferi, l'avocat de Landru, forme immédiatement un recours en grâce auprès du président de la République, Alexandre Millerand, afin que celui-ci commue sa condamnation à mort en détention perpétuelle. En attendant sa réponse, Landru, toujours calme et méthodique, compulse les pièces de son dossier, sans doute dans l'espoir d'y trouver un moyen d'échapper à ce qui l'attend. Le 24 février 1922, le président Millerand refuse la grâce. Demain, Landru sera guillotiné.
Le lendemain matin avant l'aube, lorsque le procureur de la République Bello entre dans la cellule de Landru et prononce la phrase terrible « Ayez du courage, Landru », il doit la répéter 3 fois avant d'arriver à réveiller le condamné, tant Landru dormait profondément. Le prêtre s'avance alors. « Croyez-vous en Dieu, mon fils ? » ?»« Monsieur l'abbé, je vais mourir et vous jouez aux devinettes. » Les assistants du bourreau le laissent passer une chemise et un pantalon avant de découper largement le col de la chemise afin que rien ne retienne la lame de la guillotine. Tandis que maître Morogiaferi, visiblement ému, s'avance vers son client et lui glisse. « Alors Landru, avouez-vous avoir tué ces femmes ?» Et Landru lui répond avec un petit sourire. « Ça, maître, c'est mon petit bagage. » Il refuse poliment le verre de rhum et la cigarette que lui propose un assistant du bourreau. « Non, je vous remercie, c'est très mauvais pour la santé. » Dehors, dans la demi-obscurité, car le soleil ne s'est pas encore levé, la foule attend. Car à l'époque, les exécutions sont encore publiques. Les aides du bourreau saisissent le condamné, le ligotent, le couchent sur la machine. Le couperet tombe. Les aides du bourreau s'affairent pour faire disparaître les traces de sang avec un jet d'eau. Le bourreau Anatole Desblair sort de sa poche son carnet d'exécution et un petit crayon de bois. Ce carnet dans lequel il consigne soigneusement chaque détail concernant les condamnés à mort qu'il a guillotinés. Au-dessus du paragraphe concernant Landru, il ajoute ces simples mots. 6h10, temps clair.